Alors bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire organisé par AgroLaura. Alors le thème pour ce premier webinaire, donc ça va être AgriTech et IoT, les solutions pour les acteurs du terrain. Nous sommes ravis de vous accueillir et nous espérons que ce moment sera enrichissant et porteur de solutions concrètes. Pour commencer, donc déjà AgroLaura, bien sûr, c'est une société marocaine, donc 100% marocaine spécialisée dans le smart farming. Et donc notre mission, c'est de moderniser le secteur agricole et bien sûr accompagner la transition vers une agriculture plus intelligente, durable et efficiente en mettant la technologie au service des agriculteurs. Notre objectif global, c'est bien sûr d'aider à réduire le gaspillage des intrants, donc eau, fertilisants, etc. Et bien sûr, optimiser les pratiques agricoles et renforcer surtout la résilience face au changement climatique. On a organisé aujourd'hui donc ce webinaire. Donc, il s'inscrit bien sûr dans un contexte de crise hydrique qui est croissante actuellement et la pression que connaît maintenant bien sûr le secteur sur les rendements agricoles et les exigences bien sûr de durabilité. Le pourquoi général, c'est bien sûr pour mieux comprendre les enjeux du stress hydrique, découvrir des solutions concrètes et accessibles, et pour tirer parti de l'IoT et de la data dans l'agriculture. Et aussi, ça reste aussi pour partager avec vous des solutions, d'accord, et des cas concrets. Lors de ce webinaire, donc comme vous savez déjà, nous avons donc deux speakers. Donc il y a Monsieur Naufal Lutfi, donc expert en smart farming, et c'est bien sûr le directeur d'AgroLaura. Et donc avec lui aussi, donc pour l'accompagner, il y aura Monsieur Abdelhamid Hachoumi, notre responsable technique, infrastructure bien sûr et IoT. Et donc, pour le déroulement, disons le déroulement général de ce webinaire, donc il sera réparti en 4 parties, disons 3 parties principales. Alors, la première partie, ça va être concernant donc le contexte général, comme j'ai déjà dit, donc crise hydrique, enjeux et l'urgence actuelle qu'il y a. Et la deuxième partie, ça va être l'apport de l'agriculture connectée dans la gestion des ressources. D'accord. Donc, on verra bien sûr l'aspect IoT. Et pour la troisième partie, donc ça va être une étude de cas. Donc on verra deux use cases, donc des cas concrets, pour qu'on puisse donc ensemble voir un petit peu les résultats observés, les retours terrain, etc. Et donc quatrième partie qui sera dédiée à la session donc Q&A, donc questions-réponses. Et là, bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, s'il vous plaît, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Et donc, à la fin, on prendra donc les questions une à une, d'accord, qu'on lira bien sûr de notre côté à haute voix et qu'on pourra bien sûr vous présenter les réponses. Et donc, sans plus tarder, je donne la parole à Monsieur Naufal Lutfi, qui va nous exposer les enjeux actuels du secteur agricole, les solutions qu'apporte aussi bien sûr l'agritech. Je vous laisse avec Monsieur Naufal Lutfi. Bonjour tout le monde. Vraiment, مرحبا بكم معنا في la première session du webinaire qui est dédiée à l'IoT au smart farming. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous pour cette première session qu'on organise autour du thème IoT et smart farming, surtout l'utilisation du smart farming dans le IoT. Nous allons essayer dans cette session de vous exposer, de vous expliquer un petit peu ce qui se passe en termes techniques et d'innovation en relation avec les défis qu'on a par rapport à l'eau, par rapport à la rareté, par rapport au changement climatique. Et j'espère que ça sera le début d'une série de webinaires enrichissantes. Nous allons de toute façon à chaque fois vous inviter à des sessions avec des thématiques bien précises. Et n'hésitez pas à poser vos questions via le chat où on va essayer de répondre à la majorité de vos questions. Et sans plus tarder, je pense que je vais prendre la parole pour attaquer la première présentation. Voilà, j'espère que tout le monde arrive à voir la présentation. Donc, la présentation sera autour des défis, des défis qu'on a en agriculture précisément, et les défis de la rareté de l'eau et la relation avec le smart farming, ce qu'on propose et comment aborder le smart farming pour que ça soit une des solutions pour
la durabilité et la continuité de notre agriculture au Maroc et même ailleurs. Alors, tout d'abord, l'agriculture intelligente est un des chantiers transverses pour atteindre la résilience. Il faut avoir ça en tête, c'est parmi les solutions qu'on propose même au niveau des plus grandes instances pour euh, faire face à la rareté de l'eau et faire face à ce que vit l'agriculture jusqu'à présent, surtout ces derniers temps. La problématique, elle est régionale, elle est mondiale, avec plus accentuée au niveau de l'Afrique, dans la région MENA, des nappes qui étaient surexploitées à 28% pour l'instant, des gaspillages qui atteignent les 50% d'efficacité au niveau de l'Arabie Saoudite, une sécheresse qui plombe à 50% des céréales, 137 000 emplois ruraux et 1,3% du PIB au Maroc, et une alerte rouge climatique MENA quasi continue depuis 1998, la pire depuis 900 ans selon la NASA, 1,5 à 2 degrés d'ici 2050. Les rendements agricoles pourraient chuter de 30%. Je rajouterai à toute cette problématique le problème de l'analphabétisme qui est un frein invisible à la transformation agricole. Les taux d'analphabétisme au Maroc, 38%, au Niger, 80%, Burkina Faso, 82%. Et on a fait exprès de mettre en œuvre, de vous parler de l'analphabétisme parce que, entre autres, c'est un frein pour, euh, pour atteindre et pour utiliser le digital dans l'agriculture. Les défis qu'on a au Maroc et qu'on a même dans des régions, toute la région MENA, on a un défi d'adaptation au changement climatique que tout le monde connaît. Euh, Seuil de pénurie attendu, moins de 500 mètres cubes d'ici 2030 par habitant, diminution des ressources en eau de 25% d'ici 2050, un déclin des barrages et des nappes phréatiques que tout le monde et tout le monde en parle ces derniers temps, la sécheresse répétée de températures, 6 années consécutives de sécheresse qu'on a eu au Maroc et des températures qui atteignent 50% des fois en été, des évapotranspirations, des évaporations accrues réduisant l'infiltration dans les nappes. Même maintenant, la recharge des nappes n'est plus avec la situation de la température. De moins en moins, les nappes se rechargent. Et après, il y a une vraie menace sur l'agriculture et l'approvisionnement en eau, risque de stress extrême, baisse de rendement, tension sur l'accès à l'eau et sur l'irrigation. Le deuxième défi qu'on a au Maroc, c'est aussi le défi de la transition digitale. On en parle tout le temps dans les médias, avec les porte-paroles du gouvernement. Euh, les différents ministères parlent de la digitalisation. Mais pourquoi ce défi de transition digitale et pourquoi et comment on doit l'attaquer? La première des choses en agriculture, on cherche à utiliser le digital pour améliorer la productivité, la gestion optimisée des ressources, principalement en eau et en engrais, la surveillance en temps réel via des capteurs épicycles, la réduction des pertes et l'augmentation des rendements, des impacts économiques, 13% du PIB qui est géré par l'agriculture, c'est le moment d'utiliser des moyens plus modernes pour pouvoir garder ou augmenter ce PIB. 270 000 emplois numériques prévus d'ici 2030, des renforcements de compétitivité du secteur agricole, de l'innovation, de l'attractivité pour les jeunes et des agriculteurs qui doivent être connectés d'ici 2030 via les e-services agricoles selon la stratégie Green Generation et bien sûr la durabilité et la gestion des ressources. Là, c'est l'image globale, c'est le contexte où on vit, où tout le monde on est conscient et c'est là où nous travaillons, où nous devons innover, où nous devons donner des solutions. Changement climatique, la même chose, c'est une situation mondiale et un problème à l'échelle internationale, mais pas que le changement climatique. Il y a le changement climatique, il y a les rendements agricoles en berne, le recul des superficies irriguées, le stock de barrages qui diminue, mais aussi il y a une situation qui
qui se détériorise davantage en raison des pratiques agricoles qui sont dépassées, de la surexploitation des nappes phréatiques et de l'irrigation excessive. On parle de 30 à 40% de surirrigation. Ça, c'est les gens qui arrivent à gérer leur eau et qu'ils ont assez de ressources. Ils font du 30 jusqu'à 40% de dose d'irrigation en plus. En tout cas, c'est ça le décor. Il n'est pas très beau, ça c'est sûr, mais on peut avoir des solutions qui peuvent y remédier et améliorer cette situation. Maintenant, essayons de rentrer dans le vif du sujet. L'agriculture de précision, intelligente, tout ce que vous connaissez, IoT, vraiment, vraiment, de quoi on parle vraiment en agriculture, de cette agriculture de précision intelligente? Eh bien, la vérité, c'est que l'agriculture intelligente ou l'agriculture, ou le smart farming, ou l'agriculture du futur, c'est juste des bases de connaissances. En fait, c'est des bases de connaissances détenues par un ensemble de personnes qui travaillent dans l'agriculture, du plus petit agriculteur jusqu'aux grands groupes ou les grands agronomes de renommée internationale. Et donc, c'est des bases de connaissances de sur le sol, sur l'eau, sur la fertilisation, sur la surveillance et le diagnostic des cultures, sur les techniques de culture avancées, sur la conservation des produits agricoles, sur les techniques d'élevage. Mais en tout cas, le plus important dans tout ça, c'est que c'est des bases de connaissances accumulées en qualité et en quantité par les années et qui ne cessent de s'améliorer pour atteindre plus de productivité, plus de durabilité et plus de respect de l'environnement. Gardez ça en tête. Ce qui est important, c'est que l'agriculture ou l'agriculture intelligente, avant tout, c'est des bases de connaissances. On va essayer de simplifier les choses au maximum et parler de la fonction de production d'un agriculteur. Alors, un agriculteur, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait effectivement? Alors, un agriculteur, il est en contact direct avec son champ ou son exploitation ou sa parcelle. Tous les jours, il ramène de l'information, de l'exploitation pour la traiter ou pour discuter avec un agriculteur. Ce qui fait l'agriculteur qui est responsable de la production, c'est qu'il cherche dans sa base de données, dans sa tête, toutes les bases de connaissances qu'il a déjà acquises, et il essaye de trouver la meilleure combinaison entre tout ce qui est fertilisation, irrigation, énergie et tout ça pour produire le bon produit avec la meilleure qualité et la meilleure quantité qu'il puisse faire. En tout cas, c'est de la donnée qui vient de la parcelle pour se confronter aux bases de connaissances pour produire après, pour avoir le meilleur produit. Non, parlons maintenant d'un parallèle vraiment amusant en termes d'agriculture intelligente. C'est dans un restaurant, il y a le serveur qui part dans la table chez les clients. Il se met à côté de la table. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je peux vous faire? Qu'est-ce que je peux vous proposer? Et il discute avec eux. Après, il ramène l'information du plat qu'ils veulent. Il part chez le chef cuisinier, que lui, il cherche dans ses bases de connaissances ses ingrédients pour produire le plat qu'il faut pour faire plaisir et pour donner à manger de toute façon aux clients, avec la qualité et la quantité qu'il faut. Donc, ce parallèle, il est amusant, mais il est très représentatif. Maintenant, on va vraiment carrément parler de l'architecture standard de type IoT. Le IoT, ou Internet of Things, vous allez avoir une petite session où M. Hamid il va vous présenter ça en détail, avec les termes techniques beaucoup plus spécialisés là-dedans. Donc, c'est 4 couches. C'est une couche de device ou de sensors qui sont mis dans un endroit, 2 couches de transmission de données et une couche de end-user layer ou des applications pour prendre des décisions et pour regarder, pour analyser. Alors maintenant, si on fait le parallèle avec la fonction de production d'un agriculteur, on a le hardware layer, c'est l'ensemble des
des capteurs qu'on met dans un champ ou dans une exploitation. Tout ce qui est connectivité layer, middle layer, c'est la transmission de données entre soit le chef d'exploitation, soit les employés de l'exploitation pour transmettre une information. Et tout ce qui se fait sur la base de connaissances se fait à travers le end-user layer, les applications, pour pouvoir aider à produire le produit avec la meilleure qualité. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on est en train de faire dans l'agriculture de précision? Et là, j'aimerais bien essayer de changer un paradigme shift et de changer les mentalités par rapport à l'IoT et par rapport à l'agriculture de précision. Ce qu'on fait dans l'agriculture de précision, c'est on cherche à avoir de la data. Et c'est la data la base et de l'agriculture de précision d'une façon générale. On est toujours à chercher de la data ou de l'information capable de nous donner des indicateurs pour qu'elle puisse nous aider à faire le meilleur produit. Et pour la data, on peut la trouver partout. Si l'échelle d'analyse ou l'échelle de recherche, c'est l'exploitation, on peut avoir de la data de données externes qu'on peut ramener via des API ou des abonnements externes qui ont en rapport avec la localisation. On a de la data issue des systèmes d'information géographique, on a de la data des imageries satellitaires. Après, on a tout ce qui est réseau de capteurs agricoles. Là, on parle maintenant du hard un petit peu pour augmenter la précision. Et en tout cas, l'environnement pour collecter de la data, il est multidimensionnel et multifonctionnel. Gardez en tête, données externes, systèmes d'information, imagerie satellitaire et capteurs agricoles. Et puisque la data est la base de l'agriculture, comme on a dit, qu'est-ce qui devient important pour un exploitant ou pour un agriculteur ou un producteur? L'agriculteur, il ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Tout ce qui est connectivité, il ne la voit pas. Et donc, le plus important, c'est avoir des capteurs de bonne qualité pour avoir de la bonne data et de la data qui est vraiment bien précise et bien harmonisée par rapport à la situation. Tout ce qui est connectivité layer et middle layer, la transmission, en général, l'agriculteur ne la voit pas. Et tant mieux, parce que s'il il va rentrer là-dedans, il va se retrouver dans des choses beaucoup plus compliquées que d'habitude. Mais ce qui est le plus important pour lui, c'est l'interface, c'est l'end-user, c'est l'application. Et c'est ça ce que veut l'agriculteur. Donc, l'agriculteur ou l'exploitant ou les grands groupes, c'est l'end-user, c'est l'application qu'il va utiliser pour collecter de la data. Bien sûr, il fait attention un petit peu aux capteurs, la qualité des capteurs, mais gardez en tête, on parle de data. Et les capteurs, c'est juste des facteurs de traitement de la data. Bon, maintenant, si on parle de la data, aussi, je vais le dire et je vais le redire, ce n'est pas de l'équipement, mais c'est de la data. Et là, on peut parler de la data que vous voulez, les paramètres du sol, l'humidité, température du sol, pH, conductivité, niveau de nutriments, les paramètres de l'eau, les débits, la pression, la qualité, paramètres des plantes et des cultures, l'indice de végétation, le taux de croissance, paramètres climatiques, la température, la vitesse de la direction de vent, la pression atmosphérique. Tout ça est accessible. Il y a des capteurs maintenant pour tout ça. Pour beaucoup plus. Mais le plus important, c'est réfléchir et de penser data et pas capteur. Après, le capteur, il y a des critères vraiment industriels qui peuvent pour faire une sélection du meilleur capteur et tout ça. Mais c'est pas de l'équipement, c'est pas un tracteur, c'est pas une pompe, mais plutôt on achète un équipement qui nous fournit de la data. Je m'excuse, je répète la chose, mais c'est beaucoup de fois, mais c'est ce que je cherche je veux avoir un paradigme shift, surtout chez les agriculteurs qui pensent que l'agriculture de précision, c'est plus de l'acquisition de matériel. Déjà, quand un agriculteur commence à, à, à parler de devis direct sans voir la data, ça commence à être un problème pour nous, c'est que et on pense pas à la data, mais on pense à l'équipement comme si c'était un tracteur ou une pompe.
Maintenant, je vais aussi quand même partager avec vous le retour d'expérience d'AgroLora depuis 4 ans qu'on travaille sur le secteur, on est toujours en contact avec les agriculteurs. Alors, du 100% marocain. On entend beaucoup parler du 100% marocain, mais c'est quoi le 100% marocain? On en est encore, on est encore loin du 100% marocain. Parce qu'il n'y a personne au Maroc qui fait ces équipements. On n'arrive pas à construire nos équipements. Et alors, tous, nous, y compris AgroLora, et toutes les sociétés, les boîtes qui travaillent dans l'agriculture digitale et de précision, importent. Maintenant, qu'est-ce qu'on importe? C'est ça la différence, mais c'est plutôt des critères plus industriels que autre chose. Avec des agréments, avec des certifications. Il faut quand même, si je veux me pencher sur la qualité de la data, aussi, il faut que je me penche aussi maximum sur la qualité de l'équipement en termes industriels. Mais le 100% marocain, pour l'instant, il est sur 2 couches. Il est sur la couche logicielle et la couche applicative. Quand on vous entendez quelqu'un, il vous dit, je fais du 100% marocain, c'est avec des ingénieurs marocains, il faut voir est-ce que il développe ses applications, le end user, il développe ses couches applicatives et il développe ses couches logicielles. C'est ça ce qu'on arrive à faire au Maroc, il n'y a personne qui fait autre chose et on en est fier de toute façon. Maintenant, si on parle de l'équipement, il faut faire vraiment attention. Je prends quelque chose que tout le monde connaît, c'est les stations météo. Alors, station météo, qu'est-ce qu'on fait avec? On optimise de l'irrigation, on gère des cultures, gestion des cultures, prévention des maladies et prévision des risques climatiques. Mais les obstacles de génération des stations météo restent vraiment très conséquentes. C'est pas les procédures de l'ANRT sur les fréquences et tout ça, les infrastructures de communication qui sont coûteuses, le manque de formation, de connaissances techniques chez les agriculteurs. Une station météo, c'est pas un jouet, c'est pas un joujou, mais c'est une machine qui doit être entretenue périodiquement avec des protocoles très, très spéciaux. Et en général, beaucoup d'agriculteurs, ou même, je vais même dire, les institutions, ils mettent une station météo, mais ils l'ont jamais touchée, ils l'ont jamais entretenue et ils l'ont jamais vérifié si elle donne des données correctes ou pas. C'est ça le problème qu'on a. On a ce problème aussi sur les stations de météo. Bon, après, il y a des solutions, mais c'est des solutions beaucoup plus technologiques qu'autre chose à travers Maintenant, il y a des stations compactes qui sont moins perturbées par les bruits les vents de sable, les tempêtes et tout ça. Mais ils sont un peu plus chers et jusqu'à présent, nous, on a en tête, la plupart des agriculteurs ont en tête ce type de station alors que les gens, ils ont arrêté de travailler avec ça depuis longtemps. On n'a pas besoin de ce type Il y a des types beaucoup plus compacts et qui durent beaucoup plus. Euh, Si on parle de l'interface utilisateur, il y a des contraintes pour pouvoir faire de l'agriculture digitale au Maroc. Il faut qu'il y ait de l'accessibilité et des langues faciles. Il y a une connectivité de l'infrastructure. C'est des choses qu'il faut vraiment, il faut faire attention à ce type de choses pour faire de l'agriculture et pour poser un produit en le présentant comme de l'agriculture, comme un produit pour l'agriculture de précision. Il faut que ça soit simple et convivial. Il faut personnaliser, adapter localement. Il faut faire beaucoup de formation et de support parce que c'est quelque chose qui est un peu nouveau. Et le coût de mise à jour, il n'est jamais pris en compte par les clients ou par n'importe quelle institution. Jusqu'à présent, c'est de la data qui doit être mise à jour, qui doit être traitée tout le temps. La sécurité des données et l'intégration des pratiques traditionnelles modernes, c'est ça les défis pour faire de l'agriculture euh, pour donner ou pour faire un produit de l'agriculture de précision au Maroc. Bon, après, il y a le partage insuffisant de la data qui nous fait perdre beaucoup de temps aussi. Il y a pas moins d'accès à des idées technologiques, moins d'optimisation des processus agricoles. Tout le monde travaille dans son coin parce qu'il n'y a pas une interface de partage, une décision basée sur des données incomplètes, moins de collaboration bénéfique aux autres acteurs. En tout cas, il y a un partage insuffisant qui fait en sorte qu'on perd du temps et qu'on perd de la consistance
et on n'arrive pas à capitaliser sur les autres, sur ce qui se fait précédemment. Bon, aussi, il y a quand même le coût de mise en place et de maintenance qui est par rapport à, et qui est encore, euh, pour nous, c'est pas cher par rapport à ce qu'on fait comme investissement dans une ferme, mais qui n'est pas encore accepté. Il n'est pas encore accepté. Je vous dis un truc très simple. Au lieu d'installer, je veux dire n'importe quoi, une sonde et deux ou trois sondes à 50 000 dirhams, l'agriculteur, il préfère faire un forage à 200 000 dirhams où il va même pas trouver de l'eau, alors que, c'est-à-dire, il y a encore du travail à faire avec les agriculteurs. À travers vous, c'est ce qu'on essaie aussi de faire à travers vous, les présents, pour que vous passez aussi ce genre de message, pour que on a travaillé sur la demande. Maintenant, il faut travailler sur les manières d'optimiser et de réduire nos intrants. Bon, après, il y a des actions qui sont vraiment importantes pour promouvoir le smart farming, comme investir dans l'infrastructure collective. Euh, les coopératives peuvent très bien euh, faire des installations de smart farming qui bénéficient à toute la coopérative. La même chose pour les associations, la même chose pour les périmètres irrigués. Développer des plateformes de partage de données, il faut quand même qu'on partage plus nos données, mettre en place des subventions. On aimerait bien que ça soit pas que sur des subventions sur le hard et commence à parler de subventions de soft, de data et de plateformes. Organiser des programmes de formation adaptés aux agriculteurs, renforcer la collaboration des institutions de recherche, encourager des partenariats publics-privés, et ça se fait parce que pour l'instant, c'est les grands groupes qui encouragent et qui essayent des trucs. La vérité, ils essayent, ils sont accueillants, ils sont prêts à tester tous les voies de développement. Et bien sûr, il faut standardiser les pratiques et les technologies pour que on minimise un petit peu que tout ce qu'on fait en importation soit de tout et du n'importe quoi. Il faut quand même qu'on standardise et qu'on mette des limites et des critères pour que tout ce qui est équipement rentre avec une certaine qualité et qui assure et qui fait la différence entre les différentes sociétés. Alors, je m'arrête là. Après, je vais continuer après la présentation de Monsieur Hamid, qui est à côté de moi, et, euh, et qui va vous présenter maintenant un peu les choses un peu plus hard, tout tout ce qui est en rapport avec l'IoT, la technologie IoT. Et ben, sans plus tarder, je vais donner la parole à Monsieur Hamid pour continuer avec vous. Bonjour tout le monde. Alors, on va essayer de un peu expliquer c'est quoi techniquement l'IoT dans le secteur agricole et bien sûr hors secteur agricole. Alors, on va commencer tout d'abord par une petite définition. C'est quoi l'IoT? Alors, l'IoT pour nous, c'est toujours l'Internet des objets ou l'Internet of Things. C'est désigne un réseau des objets physiques. Ce sont les choses, things, équipés de capteurs logiciels et autres technologies, leur permettant de collecter et échanger des données avec autres appareils et systèmes via Internet. C'est-à-dire l'Internet des objets, ce qui permet bien sûr les machines, les équipements et les capteurs de communiquer entre eux avec l'Internet et l'intranet. C'est-à-dire l'IoT permet une surveillance numérique et un contrôle du monde physique. L'Internet des objets, l'IoT, est un paradigme basé sur l'idée, c'est-à-dire un réseau omniprésent connectant non seulement les personnes, mais aussi les objets et le monde physique. Alors, maintenant, on va parler de l'Internet des objets et l'agriculture, mais tout d'abord, on va prendre un petit moment pour revenir vers une petite histoire des IoT. Et on va commencer par l'histoire de Coca-Cola. Parce qu'en 1982, la première machine connectée à l'Internet, c'était un distributeur de Coca-Cola.
capable de rapporter son contenu, la température, la fraîcheur des boissons par des étudiants universitaires aux États-Unis, ce qui est apporté rapidement par Coca-Cola. C'est-à-dire, maintenant, c'est de connecter le monde, les objets du monde physique, la machine distributeur, à l'Internet et bien sûr générer des alertes au cas où il y a un manque ou un problème sur la fraîcheur. La deuxième partie, on va parler bien sûr sur l'invention du terme Internet des objets, c'était par Kevin Ashton, mais c'est la création de la première vague des IoT avec les RFID. Alors, entre 2000 et 2005, l'RFID permet aux objets de communiquer leurs informations, par exemple la nature de l'équipement, les marchandises, surtout en domaine de logistique. Après ça, on aura besoin surtout sur la partie wireless, sur la partie sans fil, et c'était la création des protocoles de communication sans fil, comme le Bluetooth, Wi-Fi et Zigbee. Mais on peut dire que la vraie révolution vient avec l'arrivée des réseaux LPWAN. Et lorsqu'on dit les réseaux LPWAN, ce sont des réseaux Low Power Wide Area Network. Ce sont des réseaux qui ne consomment pas beaucoup, ça coûte pas cher, et ils peuvent communiquer à grande distance. Par exemple, le LoRaWAN, le Narrowband IoT et le Sigfox. On va prendre l'exemple de LoRaWAN et à travers LoRaWAN Alliance, on a essayé de standardiser un peu l'écosystème de LoRa et le remettre un peu open pour l'utilisation au niveau mondial. Alors, où trouve-t-on l'IoT? Alors, bien sûr, on va trouver l'IoT partout. On parle de l'agriculture de précision, c'est notre séance aujourd'hui, avec les exemples qu'on va voir tout à l'heure. L'urbanisme intelligent ou le smart cities, bien sûr, par exemple, dans la gestion des circulations, la gestion des déchets. L'industrie 4.0, on trouve ça partout dans les usines, dans la gestion des stocks, la maintenance des machines. On a même inventé le terme Internet of Healthcare Things, c'est l'AOHT. C'est souvent dans le domaine médical pour la gestion des personnes, surtout dans les CHU. L'aquaculture, bien sûr, c'est comme l'agriculture, c'est un domaine qui est un peu précis, c'est un domaine qui est contrôlé, qui nécessite des mesures en temps réel. Les maisons intelligentes, par exemple, avec les lampes intelligentes qu'on a maintenant, et bien sûr, les climatiseurs, les machines à café, tout est connecté. Et bien sûr, les classiques, c'est le transport et logistique, par exemple, les capteurs de géolocalisation ou des capteurs de niveau et de remplissage de carburant au sein des transportateurs. Transport. Maintenant, on va passer à l'IoT appliqué à l'agriculture de précision. Comme Naufel a expliqué, le smart farming, bien sûr, repose sur l'intégration de technologies IoT pour collecter, transmettre et exploiter surtout des données environnementales et agronomiques à grande échelle. L'architecture, bien sûr, typique s'appuie sur des réseaux de capteurs sans fil, de Wireless Sensor Network, des protocoles de communication bas débit comme le LoRaWAN et le Sigfox, et des plateformes de traitement centralisées ou distribuées. Là, on parle des architectures de serveurs ou cloud. Le cœur du système d'automatisation des décisions, là, ce qu'on appelle techniquement le DSS, c'est le Decision Support System. C'est un modèle intelligent nourri par les données des capteurs. Et cette approche implique bien sûr des compétences en système embarqué, réseau de communication, LP1, le cloud computing, intelligence artificielle et appliquée bien sûr au domaine de l'agriculture dans cette application. La composante technique d'un système en bas d'un système IoT agricole, c'est classique. On a bien sûr la couche physique, ce sont des capteurs embarqués avec des sorties techniques, par exemple le RS, des capteurs analogiques ou numériques, équipés d'un module de communication à travers une connectivité de réseau LP1. Je vais prendre par exemple l'exemple d'un capteur de l'humidité du sol qui enregistre la data. Il va la crypter, il va la coder. À travers la transmission, dans la modulation LoRaWAN, on va transmettre la data vers la gateway. La gateway, c'est un point central pour grouper les données des capteurs connectés
à la gateway. Et après, à travers l'infrastructure cloud ou la plateforme de gestion ou le network server, on essaie tout d'abord de décrypter, de décoder, de traiter les données avant de la stocker. Alors, ce qui définit un bon LPO1, surtout pour le domaine de l'agriculture, c'est les 5 règles d'or de 10 pour connecter à l'agriculture. Tout d'abord, chaque capteur, si on est sur si on est sur, bien sûr, la fréquence d'envoi d'une heure, le capteur doit donner une autonomie de 10 ans sur le terrain. La portée sur les bonnes conditions doit atteindre 10 km et parfois plus. Le coût du module de transmission ne doit pas dépasser les $10. Là, ici, on parle que du module de transmission, mais le capteur se compose bien sûr du module de transmission, le capteur, la batterie, les accessoires. La bande passante ne doit pas dépasser les 10 octets par heure. Et bien sûr, chaque passerelle doit être capable de grouper les données de 10 000 capteurs. Alors maintenant, on va parler de l'architecture standard type IoT. Là, il y a plusieurs couches, mais on essaie toujours de les résumer sur 4 couches principales. Il y a la couche physique, c'est la couche des capteurs, c'est la couche qui mesure la donnée dans le monde physique. Il y a les appareils de périphériques, c'est-à-dire les modules de transmission qui vont transmettre cette data vers les gateways. Il y a bien sûr le réseau le privé qu'on crée avec les gateways, ce qu'on appelle le réseau de communication, les passerelles IoT. Sur la couche logicielle, plateforme IoT, on a les serveurs, bien sûr, qui orchestrent cette communication entre capteur, gateway et serveur, mais aussi décrypte, décode, traite et stocke tout ce qui est partie data. Et la couche applicative, c'est-à-dire l'utilisation finale, c'est-à-dire la visualisation, les alertes, les dashboards, le backup de data et le conseil, ça dépend du type de l'application. On peut dire cette architecture IoT doit s'intégrer dans une grande architecture pour créer le smart farming. Là, on peut rajouter, par exemple, les external information, c'est-à-dire les données, les API qu'on peut intégrer dans nos systèmes, les images satellitaires qu'on peut intégrer dans nos systèmes, les informations géographiques. On peut rajouter, bien sûr, des crop modèles et data processing analytics pour créer, par exemple, un modèle de conseil sur l'irrigation. Et tout ça pour créer un bon conseil ou un bon système de l'agriculture intelligente. Là, on va parler des couches physiques, mais ces couches, bien sûr, nécessitent un stack fonctionnel. On va commencer, par exemple, sur la couche physique. Là, on doit avoir des compétences en électronique et système embarqué pour programmer les cartes physiques, pour capter et envoyer les données. La couche réseau, là, on parle des LPWAN et des réseaux WAN publics. Là, on a des administrateurs systèmes et réseaux et télécoms. La couche logicielle et plateforme IoT, là, on parle de la partie traitement, gestion, décodage, la partie sécurité. Là, on a des administrateurs systèmes et plateformes IoT, des développeurs backend pour créer une interface, pour créer un interfaçage entre le système IoT et les autres applications. Les administrateurs de bases de données, là, on parle de plusieurs types de bases de données, ça dépend de l'application, mais lorsqu'on parle de IoT, c'est pas les databases classiques SQL, mais c'est un peu des databases qui ont un peu un indexage un peu élevé et avancé. Et bien sûr, le cloud computing, parce que tout est fait maintenant sur le cloud pour assurer un bon niveau de redondance et un bon niveau de availability et disponibility. La couche applicative, là, c'est l'user experience, c'est les applications web et mobile. Et bien sûr, tout ça est géré, ou là, on peut dire orchestré par les gens de métier, des agronomes et des GR pour identifier le besoin, traiter les données et voir la fiabilité de la data. Maintenant, je vais laisser la parole à Naufel pour donner une nouvelle approche sur la culture.
C'est bon. Allez. Donc, on va juste parler de l'approche particulière. Après, je vais passer directement à faire une petite démonstration rapide de nos applications, de ce qu'on a. En tout cas, c'est une nouvelle approche pour l'agriculture marocaine, ce truc de digitalisation, avec un besoin d'adaptation et d'agilité permanent. Alors, l'idée, elle est très simple, j'ai dit tout à l'heure. Comment travailler? C'est écouter, travailler main dans la main, réfléchir, retourner, tester et faire cette boucle jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose de acceptable et quelque chose de fonctionnel chez n'importe quel agriculteur de différents types. Non. En tout cas, vous ne pouvez. Maintenant, on était parmi les premiers, donc on a fait ce travail. Avec le retour d'expérience, les gens qui veulent travailler dans ils peuvent vraiment profiter de tout ce qui a été fait sur ce process répétitif qui est fatigant et qui fait en sorte que à la fin on sort quelque chose qui est très utile. Alors sur les use cases, moi je vais présenter 2 use cases, mais en tout cas nous on a 4 applications. Une application AgroStart qui est basée sur les paramètres climatiques et environnementaux sans capteur. Je précise, sans capteur. Les paramètres du sol dans Agro-IoT et les paramètres climatiques aussi. Les paramètres de l'eau, c'est agrométrie, c'est de l'eau. Et tout ce qui est paramètres des plantes et des cultures avec du monitoring spatial, c'est AgroSat. Ce qu'on a, c'est 4 applications qui couvrent toute la panoplie du smart farming, segmentées de cette manière-là pour que tout le monde puisse utiliser selon son. Alors, le use case, on va le montrer sur notre application, mais moi, j'ai fait en sorte que ce slide-là soit vraiment perturbant pour vous. Et le fait que il est présenté comme ça, c'est juste pour montrer le casse-tête qu'un agriculteur qui peut avoir chaque jour. Alors, use case 1, c'est le management des ressources en eau. Des questions que se pose chaque agriculteur chaque jour, chaque campagne, comment des forages évoluent au fil du temps, comment les forages évoluent, comment estimer et surveiller la nappe phréatique, comment calculer les capacités de mes bassins de stockage et optimiser leur remplissage, comment optimiser la répartition de l'eau entre les différentes parcelles, comment suivre la pression, quelle est la qualité ECPH de mes ressources, comment mesurer en temps réel les volumes d'eau utilisés, comment détecter les fuites, quel est le débit consommé, comment optimiser les horaires, comment je puisse. Eh bien, tout ça, c'est des questions que se posent ou auxquelles un agriculteur ou un producteur, il est toujours en train il doit toujours trouver une solution. Eh bien, tout ça, on a pris tout ça. C'est l'écoute qu'on a eue avec les agriculteurs et on a développé notre propre système qui répond à tout ça d'une manière très accessible. Alors, le deuxième use case, ça va être les doses d'irrigation, comment adapter les apports en eau par rapport à la capacité du sol, comment tenir compte de l'évapotranspiration, quelle est la meilleure fréquence d'irrigation, comment éviter le désilvage, ajuster l'irrigation, quel est le meilleur. Tout ça, c'est le use case, optimiser l'utilisation des ressources en eau. On a choisi 2 use cases sur lesquels on donne des réponses à travers nous, mais il y a beaucoup plus, nos solutions donnent beaucoup plus de réponses et c'est juste, on veut rester aussi sur la thématique principale qui est les ressources en eau. Alors, si vous permettez, alors juste pour vous dire, c'est quoi qu'est-ce qu'on a pu faire? En fait, c'est des métriques dont on est fier avec nos partenaires. Nous avons pu faire 21,4% de réduction de volume d'eau utilisée, de meilleure gestion des ressources en eau grâce à l'identification des tronçons qui présentent des fuites, environ 240 000 dirhams de gains sur la facture de l'eau annuelle, avec un investissement qui ne dépasse pas les 150 000 dirhams. La première année, après, c'est annuel. Une gestion efficace des bassins de stockage, une interaction plus rapide face aux problèmes. Ça, c'est les gains. C'est ce qu'on a gagné, c'est mesurable et c'est ce que doit faire normalement l'agriculture intelligente par rapport à ce qui se passe. Pour rajouter quelque chose, vraiment, je vous remercie pour votre présence avec nous. J'espère que ça a été riche et c'était très utile pour vous cette session. C'est la première session. Nous allons aussi faire d'autres sessions avec des choses vraiment spécifiques. Nous allons faire un rien que pour l'eau et pour l'irrigation, c'est à peu près agrométrie, comment on traite les systèmes d'irrigation automatisés,
qu'est-ce que le smart farming peut apporter à l'irrigation. En tout cas, vous serez aussi invités et n'hésitez pas à retourner vers nous. Je vous remercie pour votre présence et votre patience. Merci pour votre présence. Merci pour votre présence. Bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir, à très très bientôt. Merci.